Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de reconduire une formation Luminaire Neo, la version 1.19, à partir de cette interface, d'accord, de la nouvelle interface. On va revoir ensemble, bien sûr, quelques fondamentaux. Vous avez vu que récemment, j'ai fait les différentes fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités de Luminaire Neo 1.19. On a vu cela fonctionnalité par fonctionnalité. Vous pouvez d'ailleurs la voir dans la playlist Luminaire Neo. Mais là, j'ai décidé de reprendre un peu les fondamentaux par rapport à cette nouvelle interface, par rapport à ce nouveau Luminaire, et ce qui va suivre aussi forcément. On a déjà traité dans la version Luminaire Neo, dans les versions précédentes, des différentes fonctionnalités, comment cela marche, etc. La fonctionnalité aussi de l'interface. Là, je vais revenir quand même un peu sur ce système d'interface. Et je voulais vous montrer aujourd'hui, pas à pas, comment développer aussi votre première photo, quels sont les outils qui vont vous permettre d'avoir un peu de consistance au niveau de votre développement sur la photographie aussi, notamment de paysage en l'occurrence. Alors bien sûr, bon, c'est avec une connaissance depuis la version de Luminar 2018 que je vais apporter ma lumière sur ce logiciel aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, bon, il y a beaucoup d'outils dans Luminar, des outils qui nous permettent bien sûr de gagner du temps, mais pas que. Vous avez aussi des outils traditionnels qui vont nous permettre de corriger les tonalités, comme n'importe quel logiciel de post-production bien sûr. Et là, vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais vous donner 4 clés en main, d'accord, 4 outils qui vont vous permettre en tant que débutant, celui qui commence dans le développement et la retouche photo, parce que bon, l'un ne va pas sans l'autre. Vous allez voir un peu ici. Et on établira un peu ensemble un petit listing sur comment mettre en favori aussi nos outils dans Luminar Neo, les 4 outils que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'ici sur la droite de notre panel ici dans le menu édition, vous avez tous les outils ici. Vous avez notamment aussi les extensions. Ça, ce sont 3 extensions qui sont disponibles. Lorsque vous avez dans l'onglet catalogue, vous allez le remarquer ici, vous avez notamment ici les extensions, Fusion HDR, empilement de mise au point, on peut même les regrouper comme ceci. Vous voyez, Fusion HDR, empilement des mises au point, agrandissement, assemblage panoramique, et vous avez aussi les autres, parce que là vous en avez 4 ici, et vous avez notamment le Sombrero, vous avez la netteté renforcée, et vous avez l'éclairage magique. Ce qui fait que vous avez cette extension en totalité. Ne pas confondre avec les outils génératifs qui, eux, sont à part des extensions. C'est quelque chose qui est complètement à part, qui n'ont rien à voir avec les extensions, bien sûr. Vous allez le retrouver dans le catalogue juste ici. Alors moi, je reviens sur mon image de départ ici, comme vous le voyez là. J'ai sélectionné une photo que bon, j'avais prise lors des vlogs que j'avais fait récemment. Donc là ici, vous allez voir que pour cette photo, pour votre développement photo de paysage, ce que vous allez pouvoir regrouper aussi comme outil, comme premier outil, on va aller dans les outils de base, d'accord, puisqu'il s'agit d'un développement pour débuter, on va dire, dans Luminar Neo. Et on va regarder ensemble ce qu'on va prendre, notamment, pour faire notre photo ici de paysage, de développement. La première chose qu'on va utiliser comme outil, ce sera l'outil développement, le développement RAW. Ici, il s'agit d'un fichier RAW, d'accord, bon, fichier DNG, qui a été converti avec Adobe DNG Converter. Là, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire un petit clic droit ici et ajouter cet outil aux favoris. À ce moment-là, vous allez voir que dans les favoris, on va voir une nouvelle catégorie ici avec le développement RAW. Vous allez voir que dans les outils de base, le développement RAW va passer dans les favoris. Alors bien évidemment, faites attention, là je vous parle en l'occurrence ici dans le développement d'un fichier RAW. Si vous partez avec un fichier TIFF ou un fichier JPEG, si vous voulez faire quelques ajustements mineurs sur un fichier JPEG ou faire une autre chose sur votre fichier TIFF, avec un fichier TIFF vous aurez un peu plus de latitude qu'un fichier JPEG forcément puisque le JPEG est déjà compressé. Là ici, vous n'aurez plus l'extension RAW. Ça, gardez bien à l'esprit. Vous aurez simplement l'outil développement. Alors, le deuxième outil qu'on va utiliser dans les outils de base, vous allez voir ici, ce sera l'amélioration AI. Je vais l'ajouter aux favoris. Je vais simplement ici vous montrer
les 4 outils que je vais utiliser ici dans ma photo, d'accord, pour développer cette photo et utiliser un petit peu quelques petits trucs de Luminar Neo. Et je vais rentrer un peu dans le détail sur ces fonctionnalités. La structure, je vais l'ajouter aux favoris, voilà. Et le dernier outil, ça va être la couleur, tout simplement ici. Je vais ajouter la couleur aux favoris. Alors une fois que j'ai fait cela, je vais retrouver mes 4 outils qui vont se situer ici dans les favoris. Et forcément, ça va se chasser des outils de base. Là, vous allez avoir forcément les autres catégories qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. Ces autres catégories, bon, forcément, ce sera le paysage, rubrique paysage, qui pourrait être intéressant dans notre cas ici. On a quelques outils qu'on pourrait utiliser. Mais là, je ne vais pas l'utiliser puisque là, aujourd'hui, je vais m'attarder sur les choses où on va pouvoir utiliser un développement de base avec les outils, on va dire, primaires de Luminar Neo. Vous avez aussi notamment les outils créatifs que vous voyez ici. Tous ces outils sont les outils créatifs. Et vous avez aussi les outils portraits, les outils dans la catégorie professionnelle. Donc si vous dépliez même tous ces outils en une seule fois comme cela, vous voyez que ça vous donne une sacrée palette d'outils quand même pour travailler sur vos photos. Mais nous, on va s'attarder, comme je vous l'ai dit, avec les favoris. Donc pour ne pas avoir de distraction, je vais tout simplement fermer cela comme ceci. Voilà, on va se concentrer là-dessus. Alors, l'outil ici de base le plus puissant que vous allez pouvoir retrouver dans Luminar Neo, il s'agit du développement RAW. Le développement RAW qui lui constitue la base de votre développement de votre fichier RAW. D'accord, c'est avec celui-ci, c'est avec cet outil-là que vous allez pouvoir faire beaucoup de manipulations sur le fichier RAW. Parce que sachez une chose, c'est que Luminar Neo, je l'avais déjà expliqué précédemment pour ceux qui ont suivi les tutoriels Luminar Neo, je vous le rappelle ici parce qu'on est dans la succession ici sur la version 1.19 de Luminar Neo, donc je reprends ce principe, mais vous pouvez revoir un peu les différentes playlists. D'ailleurs, la playlist, je vais vous l'afficher ici en haut à droite au niveau de la formation Luminar Neo. Vous irez voir tout ce que j'ai fait préalablement sur ce logiciel et vous verrez que vous trouverez pas mal d'informations. Petit aparté aussi concernant cette formation continue, où je vous ai mis la petite étiquette, c'est une formation continue qui constitue la version bêta, c'est-à-dire comme elle était sortie à l'époque il y a 2 ans de cela, avec moins de fonctionnalités comme on l'a maintenant. Et après vous voyez qu'au cours de ces vidéos, vous allez voir les fonctionnalités s'ajouter et les explications venir aussi avec, et donc forcément ici, pour venir sur la version la plus aboutie du Luminar 1.19. Alors bien sûr, dans ce développement RAW, vous allez voir que si vous ouvrez toutes les petites catégories que vous voyez ici dans cet outil, vous allez retrouver différentes fonctionnalités que vous voyez là, d'accord, juste comme ceci, qui vont être relatifs ici au développement de votre fichier RAW. Donc gardez à l'esprit que justement le nom n'est pas choisi au hasard dans Luminar Neo, hein, l'outil développement avec le petit intitulé RAW. L'outil développement qui va vous permettre d'effectuer le développement de votre fichier RAW. Le fichier RAW, ce qui se passe aussi, comme vous le savez déjà, maintenant si vous commencez la photographie, j'avais fait aussi un épisode sur le fichier RAW, vous pouvez aller le voir aussi. On ne peut pas l'apercevoir, c'est un fichier, c'est un amas de données de toute façon. Vous le verrez dans l'épisode que j'ai réalisé bien sûr. Il faut passer par une phase de dématrissage pour avoir un premier visuel de ce fichier RAW. Par ailleurs, si vous êtes sur votre appareil photo, lorsque vous prenez une photo, vous avez déjà une première phase de dématrissage et vous avez un aperçu à l'arrière de votre appareil photo. Il s'agit même d'un fichier JPEG. C'est le JPEG qui est incorporé aussi dans le fichier RAW parce que gardez bien à l'esprit que le fichier RAW c'est un amas de données et vous avez aussi un fichier incorporé JPEG qui est le JPEG que vous voyez à l'arrière de votre appareil photo. On va commencer à développer cette photo ici, ce fichier RAW. Donc le premier aperçu qu'on a ici, forcément, c'est après dématrissage, donc avec réglage de la balance des blancs aussi, on a une balance des blancs qui est aussi effectuée là. Donc on va pouvoir aussi la modifier, la balance des blancs. On va pouvoir faire pas mal de petites choses. Les premiers ajustements que vous allez pouvoir faire, c'est simplement jouer sur la tonalité, hein, sur les tonalités ici de votre image. D'accord ? Tonalité aussi lumineuse, comme vous allez voir aussi ici. Vous allez pouvoir jouer sur l'exposition, plus d'exposition, moins d'exposition, comme vous le voyez ici. Vous allez pouvoir jouer sur les contrastes, plus de contraste, moins de contraste. Vous allez pouvoir baisser les hautes lumières,
ou les augmenter. D'ailleurs, vous pouvez regarder ici sur l'histogramme comment réagissent chaque curseur. D'accord? On les voit bouger par rapport à l'histogramme. Je vais revenir juste après à l'histogramme. Vous avez ici les ombres. Soit vous allez forcément baisser les ombres ou simplement les ouvrir, les éclaircir. Les blancs, eh ben là c'est la même chose. Vous allez bouger tout ce qui est parti du point blanc ici, des blancs ici de l'histogramme à l'extrémité. Et pareil pour les noirs. Regardez, hop. Par ailleurs, regardez un simple ajustement ici des blancs et noirs. Ça vous permet déjà de contraster pas mal de choses au niveau de l'image. Après, il vous suffit tout simplement de réajuster un peu les hautes lumières pour récupérer un petit peu de détails, vous voyez, dans les nuages. Si on récupère des détails comme cela dans les nuages, c'est tout simple. C'est pour la simple et bonne raison que, bien évidemment, comme vous allez baisser les points lumineux de votre image grâce à ce curseur, vous allez forcément renforcer tout ce qui est partie plus sombre de l'image, et donc ça va vous donner cet effet là. Au niveau des ombres, c'est la même chose. Regardez, si vous allez ouvrir les ombres, forcément ça va éclaircir, d'accord, juste comme ceci. Et si vous le mettez bon à fond comme ça, bon, vous allez avoir ici un effet qui va être un peu trop éclairé, bon, type HDR. Donc soyez toujours vigilants, regardez d'abord l'histogramme par rapport à ce que vous faites au niveau du développement, si ça peut vous aider, surtout lorsque vous débutez. Je vais vous expliquer par ailleurs le rôle de l'histogramme ici. Dans le cadre des intensités lumineuses, comme vous voyez là ici, j'ai utilisé bien évidemment l'exposition, tous ces trucs-là, sur cette photo pour bien vous expliquer comment cela fonctionnait au niveau de chaque curseur. Mais chaque curseur interagit, vous allez voir ici, sur notre histogramme de l'image. L'histogramme ici de l'image, bon, si on clique dessus, vous allez voir que là ici, bon voilà, j'ai l'intensité lumineuse. Vous avez la possibilité de représenter chaque canal au niveau de l'histogramme, hein, au niveau des couches de couleurs. Parce qu'il faut savoir qu'une image, dans la synthèse additive RVB, si vous ne savez pas ce qu'est la synthèse additive RVB, si vous commencez, ou si vous voulez une petite révision, vous avez toujours l'épisode que je vais vous mettre en haut à droite. J'avais fait un gros chapitre que j'avais expliqué sous Photoshop en termes éducatifs pour reprendre un petit peu tous les principes sur les logiciels de post-production, donc n'hésitez pas à les voir. Là vous voyez quand vous cliquez ici, vous avez bon, la synthèse additive RVB, vous avez ici les trois canaux, rouge, vert et bleu. Vous avez le rouge, vous avez le vert, vous avez le bleu, et là vous avez celui intensité lumineuse. C'est celui-là qu'on va garder pour avoir quelques petites explications par rapport à ces curseurs. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez avoir de nombreuses petites choses ici qui vont interagir par rapport à notre histogramme. Donc cet histogramme-là, c'est une représentation un petit peu de notre image. Et là, je l'ai gardé en termes lumineux pour la simple et bonne raison que vous allez voir ici, vous voyez que dans cette image, c'est plus clair, dans les nuages, donc ce sera dans les parties par ici, au niveau de l'histogramme. Là, par exemple, vous avez des parties aussi plus claires, d'accord, dans l'image, forcément, ce sera dans les parties plus claires aussi également de l'histogramme. Pour avoir un aperçu beaucoup plus élaboré au niveau de la luminosité hein, de l'image, vous pouvez soit la convertir en noir et blanc, ou soit aller dans le développement RAW. On va aller dans la saturation vite fait ici, je vais sauter juste ici sur cette fonctionnalité et je vais désaturer complètement mon image, comme vous voyez là. Et si je désature complètement mon image, là je l'ai en noir et blanc et ça va nous permettre de revoir un peu les différentes intensités lumineuses ici de notre image et d'y voir un peu plus clair, c'est le cas de le dire, au niveau des différents curseurs par rapport à cet histogramme. Si je baisse par exemple mon curseur ici d'exposition, bon, vous allez voir, bon là c'est clair que bon forcément je vais baisser complètement l'intensité lumineuse de ma photo. Si je viens ici à contrario comme ceci, vous allez voir qu'elle va s'éclaircir de plus en plus, elle va même s'estomper à certains endroits. Elle va conserver très peu de détails comme vous voyez ici. Le contraste, bon, là il est dit intelligent, mais le contraste en règle générale, vous pouvez booster le contraste ici. Regardez, hop, et là ce qui est en train de se passer, regardez, au niveau de l'histogramme, c'est en train de s'étirer, d'accord? Ce qui veut dire que les points les plus clairs deviennent plus clairs, les points les plus sombres deviennent plus sombres, et en étirant cette courbe, forcément, ça amène une certaine présence. Je reviens ici en arrière. Au niveau des hautes lumières, qui vont se situer plus par ici, vous allez voir que là, je vais descendre mes hautes lumières, regardez, que se passe-t-il? Bon, vous avez plus de détails, on le voit forcément là.
Forcément, cette lumière qui se situe là, quand on les déplace plus par ici vers les tons moyens, vers le milieu, d'accord, ça va avoir tendance à ramener tous ces détails-là. Pourquoi? Parce qu'on déplace ces points-là, ils ne deviennent plus si lumineux que cela, parce que vous voyez que là, ben, forcément, ils sont à leur place, mais si on les ramène vers les tons moyens comme ceci, regardez, juste comme ceci, ils vont s'obscurcir ces points lumineux. Donc vous allez baisser ces points lumineux et faire ressortir forcément les détails dans le nuage par logique, puisque vous allez voir forcément ici les points les plus sombres qui vont rester ici au niveau de la luminosité, au niveau des nuages. Là ici au niveau des ombres, regardez, on va tirer davantage ici sur les ombres. Que se passe-t-il? Dans les points les plus sombres, vous allez voir ici, surtout par ici, d'accord, ils vont se ramener un petit peu vers les tons moyens. Là notamment, ce que vous avez remarqué ici, c'est qu'au niveau des nuages, ça ne bouge pas tellement. Pourquoi? Parce que bon, ici au niveau des nuages, bon, le gris neutre, comme on pourrait le voir ici, ça se rapproche plus des tons moyens. Donc c'est pour cela que lorsque vous baissez les hautes lumières, je vous ai dit qu'on avait présence aussi des points les plus sombres, mais là en l'occurrence, ce sera plus les tons moyens au niveau des nuages, puisque là on va baisser les hautes lumières forcément, et qui vont laisser ressortir les tons moyens dans les nuages qui sont plus ou moins gris ici, comme vous voyez ici. D'accord? Juste comme cela. Ensuite vient le point noir. Regardez, si je viens ici avec le point noir, regardez mon histogramme, il vient se coller directement sur le bord ici sur la gauche. Si je viens ici avec mon point blanc, hop, je viens directement par ici. Forcément, regardez, ça nous donne une image un petit peu plus contrastée par rapport au point de départ. Bien sûr, pour afficher ce qu'on appelle l'écrêtage, pour voir si je ne brûle pas ma photo, parce que là c'est les hautes lumières, hein, et ça c'est les points les lumineux qui sont plus cramés ici au niveau de mon image. Bon, c'est une, on va dire, ils sont toujours prêts. C'est moi qui a été trop loin au niveau de l'histogramme, comme vous voyez ici. Et là, bon, je récupère mes détails. Ça me permet de voir jusqu'où aller pour ne pas brûler ici mes hautes lumières. On dit cramer en jargon dans la post-production. Et là, notamment ici, vous avez le bleu qui est représenté. Ça représente bien évidemment les points les plus sombres. Là, bien sûr, dans le cadre des points les plus sombres, ce n'est pas gênant d'avoir un petit peu de, comment dirais-je, de points relativement bouchés ici dans notre photo, point noir, d'accord, c'est du noir absolu. C'est au goût de chacun. Vous pouvez enlever l'écrêtage après et regarder ce que ça donne aussi, bien sûr, si vous voulez optimiser la présence de toutes ces choses-là. Alors bien évidemment, après vous avez la courbe qui elle reprend aussi le même principe de ces curseurs ici, mais avec plus de flexibilité. Si je reviens en arrière, voilà, juste comme ceci, je vais reprendre ma courbe. Là vous avez notamment le point noir. Il suffit de regarder l'histogramme, et là l'avantage ici c'est que vous avez l'histogramme à l'intérieur de cette courbe. Vous pouvez jouer avec le point blanc. Vous voyez, juste comme ceci. Toujours la même chose, vous pouvez appuyer sur J pour afficher l'écrêtage. Jouer avec les tons moyens, là cette fois-ci. Là vous avez un curseur ici, vous allez pouvoir jouer avec les tons moyens. On voit sur l'histogramme la partie là qui bouge de gauche à droite. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mitiger cet histogramme avec ce qui se passe aussi au-dessus. Voilà. Alors, là c'était la petite explication sur l'histogramme. Je vais revenir un petit peu sur le sujet couleur ici. Voilà. Je vais même revenir sur l'histogramme sur les différents canaux. Je vais vous expliquer aussi ce que vous devez faire pour d'abord commencer avec votre fichier RAW. La première chose à faire, c'est tout simplement de regarder ici, au niveau de la netteté. Comme c'est un fichier RAW, vous allez le remarquer, le fichier RAW sera un petit peu plus mou. Il y aura un petit peu moins de consistance par rapport à un fichier JPEG ou un fichier TIFF. Effectivement, bon là vous allez devoir faire une correction de la distorsion automatique. Vous allez le voir ici. On va corriger cette distorsion. Bon là vous ne verrez pas vraiment de différence parce que c'est une photo qui a été zoomée. Hop. Voilà, là on va se mettre ici, on va corriger la distorsion automatique pour corriger un petit peu la distorsion de l'objectif. Vous pouvez corriger les aberrations chromatiques, les petites franges violettes ou vertes qui pourraient se mettre au niveau des bords. Bon là par sécurité je l'ai mise. Voilà, j'ai activé cette option. Et la chose, c'est de zoomer ici et c'est de
renforcer la netteté, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le fichier RAW a une consistance, on va dire, moins importante qu'un fichier JPEG. Forcément, il faut le travailler, le fichier RAW. Il apparaîtra beaucoup moins net. Regardez par ailleurs, si je prends le plus net ici, regardez, je vais tout simplement le ramener à 48 ou un petit peu moins, regardez juste comme ceci, peut-être par 30, voilà. Et vous voyez qu'on rattrape de la netteté ici au niveau de ce fichier. On a la possibilité de jouer avec le rayon, le masquage. On ne va pas compliquer les choses aujourd'hui, on va jouer tout simplement avec la netteté. Alors une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir sur votre développement ici, comme on a expliqué les curseurs préalablement. Ce que vous pouvez faire, si vous avez la possibilité de le faire, c'est d'utiliser un profil de caméra. Vous pouvez très bien commencer avec le luminaire par défaut qui fonctionne très bien. Mais si vous avez vos profils externes, vous pouvez utiliser un profil externe, d'accord, de votre caméra spécifique. Là, par exemple, j'ai utilisé le caméra neutre, juste comme cela. J'ai converti mon fichier avec Adobe DNG Converter. Bon, faut savoir aussi une chose, si vous n'avez pas vos profils de caméra, dans certains cas, et pas dans tous, je tiens à le préciser quand même aussi également, vous avez la possibilité de convertir avec Adobe DNG Converter qui vous permettra de récupérer vos profils de caméra. Bien sûr, pour les fichiers Fuji, ce sera encore une autre affaire, mais vous pouvez, notamment avec les fichiers Fuji, utiliser des luttes qui vous permettent d'émuler les fameux films Fuji. Voilà, ça, il faut le savoir aussi, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas la possibilité de retrouver sur Fuji, je pense, les profils de caméra. Mais là, ici, en termes de développement, on va tout simplement ici faire un petit développement assez rapide. Ce que je vais faire, c'est tout simplement récupérer un petit peu ces détails dans mes nuages. Voilà, je vais ouvrir un petit peu ici au niveau de ces ombres. Je vais tout simplement ramener ici mon point noir et ramener ici mon point blanc en faisant attention de ne pas trop cramer l'image. Voilà, juste comme ceci. Et vous voyez qu'en base, comme cela, si je fais le avant et le après, vous voyez que déjà, la photo en développement, bon, on a déjà des attributs assez sympas. Je vais enlever l'écrêtage, je ne vais plus trop en avoir besoin. Après, reste la balance des blancs dans l'onglet couleurs. Vous avez la possibilité d'utiliser des presets ou d'utiliser la petite pipette que vous avez juste à côté pour sélectionner un point neutre dans votre image. Alors à savoir, lorsque vous prenez la pipette, si vous utilisez un point neutre, hein, c'est-à-dire que trois valeurs, comme là vous le voyez ici, le RGB, c'est rouge, vert et bleu, parce que le G c'est le green en anglais, donc ça veut dire vert en français. Vous avez ici 177, 177, 172, 177, 177, 172, d'accord? Donc là c'est plus ou moins neutre, on va dire, hein. Vous devez avoir plus ou moins trois valeurs identiques, on va dire que c'est à peu près correct. On va cliquer, et vous voyez que la teinte qu'il y avait préalablement dans notre balance des blancs est partie. Donc on se retrouve sur cette photo, vous voyez, juste comme cela. Alors une fois qu'on a fait cela, je vais tout simplement ici revoir un peu la chose. Si vous voulez rajouter un peu plus de consistance, on peut utiliser le contraste intelligent, pourquoi pas. Juste comme cela, mais je ne vais pas utiliser le contraste intelligent ici. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je vais utiliser mes autres outils qui sont en dessous dans Luminar Neo. Alors bien savoir que bon, dans le développement RAW ici on a vu quand même pas mal de petites choses. Si vous voulez rajouter un petit peu de saturation et de vibrance sur le fichier ici RAW après dématrissage, vous pouvez le faire. Vous avez la possibilité de rajouter de la saturation ici. Bon là il me semble que ça fera quand même un petit peu trop, mais ce que je vais faire c'est revenir en arrière et pourquoi pas jouer un peu avec la vibrance, ça peut le faire aussi, d'accord? Légèrement comme ça, mais bon, je vais pas trop utiliser ce truc là, je vais pas exagérer aujourd'hui, je vais pas utiliser la saturation ni la vibrance, je vais laisser ce truc là tel quel. Bon, vous avez une réduction de bruit de base ici, dans le cadre où vous auriez une photo bruitée. On va pas utiliser cela ici, bon c'est un fichier en ISO 100. Là, on va partir du principe qu'on part sur une image propre et sur une photo débutant. Au niveau de la transformation, vous avez la correction des verticales automatiques où vous pouvez corriger les verticales manuellement en horizontal et vous pouvez aussi changer l'aspect. Si vous voulez changer par exemple bon, la verticale comme ceci, hein, changer le volume de votre photo, vous pouvez le faire notamment comme ceci, en vertical.
le faire en horizontal. Bon là j'exagère un peu, mais bon, si vous voulez faire légèrement comme ça pour corriger un peu votre photo au niveau des volumes, vous pouvez le faire juste comme ceci. Et vous pouvez changer l'aspect, soit étirer, soit étirer de l'autre côté aussi également, hein, à l'horizontale ou à la verticale. Bon là j'ai exagéré bien sûr, mais vous pouvez y aller tout doucement pour faire quelques petites modifications bien sûr. Et bien évidemment au-dessus vous avez aussi la distorsion de l'objectif manuel, dévignettage et point central de dévignettage. Alors une fois qu'on a fait cela sur ce développement RAW, on va s'attaquer sur les trois autres outils qui sont ici en dessous. Je sais bien que celui-ci a pris un peu plus de temps aujourd'hui, mais je voulais prendre mon temps au niveau de cet outil bien sûr. L'amélioration AI est très simple à comprendre. Vous allez voir ici, vous avez deux curseurs, l'accent AI et l'embellisseur de ciel AI. Et ça, franchement, bon, si vous n'avez pas de fichier RAW, si vous êtes sur un fichier JPEG ou un fichier TIFF, vous pouvez passer directement par cet accent AI et embellisseur de ciel sans préalablement utiliser le développement RAW. Ce curseur, ici en l'occurrence dans notre fichier RAW après développement, ça va nous permettre de nous donner un petit peu de piquant à notre image et donner un petit peu de punch qui va pouvoir nous donner l'effet, on va dire, waouh. Hein, l'effet waouh, vous savez ce que c'est, hein, c'est le truc qui pulse un petit peu à la figure lorsque vous regardez certaines photos de paysages ou bien autre chose, bien sûr. Et l'embellisseur de ciel, vous allez le voir ici, ça va nous permettre d'améliorer aussi notre ciel considérablement. Vous allez voir juste maintenant. Alors bien sûr, ces deux curseurs, dont notamment l'accent AI va reprendre une douzaine d'opérations sur votre photo, dont notamment les corrections de tonalité, la saturation, les contrastes. Il faut savoir aussi qu'il est conscient aussi de la personne, cet outil, c'est-à-dire que si vous avez une personne dans votre photo, cet accent AI va reconnaître qu'il y a une personne. Ici, vous allez voir que si j'active cet accent AI, vous allez voir que si je le monte un petit peu comme ceci, vous allez noter une amélioration ici au niveau de l'image, comme vous voyez là. Bien sûr, comme on a préalablement ajusté tout ce qui était développement sur notre fichier préalablement, vous allez noter une surenchère un petit peu au niveau de l'image, comme vous voyez ici à l'écran. Il faut bien vous garder à l'esprit que le développement RAW, qui s'est transformé, vous voyez ici, en développement. Parce que le développement RAW, on ne peut l'utiliser qu'une fois sur un fichier RAW. Ça, c'est tout à fait normal. Après, ça passe en développement, puisque là, on passe dans les outils non RAW. C'est ce que je vous expliquais du fonctionnement hybride de Luminar Neo. C'est par ailleurs maintenant que je vais faire la petite pause à ce sujet-là. Je l'avais déjà expliqué préalablement, mais on va revenir ici dans cet onglet modification, parce que vous allez voir que là, bon, là j'ai enlevé ce que j'ai fait sur l'amélioration AI, ça passe directement là-dedans, c'est normal. Il faut savoir que le mécanisme de Luminar Neo, il est très simple à comprendre. Vous avez d'abord tout ce qui se situe sur le fichier RAW, d'accord, le fichier brut, après dématrissage, avec le développement RAW, et si vous avez l'extension sans bruit, vous allez retrouver aussi en dessous le sans bruit RAW. D'accord? Ce sera les deux choses que vous allez retrouver notamment dans les retouches RAW. Une fois que vous avez fait tous ces ajustements, vous allez passer dans une séquence qui va s'appeler retouche non RAW. Pourquoi? Parce que en fait, Luminar Neo a un moteur hybride au niveau de sa conception du logiciel. C'est-à-dire que vous allez faire votre interprétation de votre fichier RAW, travailler sur le fichier RAW dans les retouches RAW. Une fois que l'interprétation est faite, vous allez travailler sur cette interprétation, d'accord, avec les outils qui se disent non RAW. Ça restera quand même du 16 bits. Ça restera un petit peu comme le système, comment dirais-je, pour ceux qui sont connaisseurs avec Photoshop, je l'avais aussi donné en termes d'exemple, vous avez Camera Raw et vous avez Photoshop. Vous savez très bien que quand vous êtes dans Camera Raw, vous faites quelques petits ajustements assez rapides sur le fichier RAW et lorsque vous rentrez dans Photoshop, votre image devient une photo bitmap en 16 bits, d'accord, dans laquelle vous allez pouvoir travailler avec les outils de Photoshop. Ben là, ici, c'est à peu près le même principe, à part que vous pouvez toujours avoir accès au développement RAW si vous voulez rejouer encore sur votre fichier RAW. Et vous allez pouvoir réadapter la recette ensuite avec les outils non RAW aussi par la même occasion. C'est le même principe.
Pour retrouver le même schéma dans Photoshop, il faudrait que vous ouvriez votre fichier en objet dynamique dans Photoshop pour pouvoir revenir encore en arrière aussi de nouveau dans le fichier RAW aussi également. Alors, on revient ici dans les outils. Alors, je reviens ici dans mon amélioration AI et pour que vous compreniez, on va donner un exemple ici d'un outil non RAW puisque l'amélioration AI est un outil non RAW. Je viens ici sur l'accent AI, je tire un petit peu ce curseur, on va dire à 21%. Pour avoir ce résultat, vous voyez, avant-après. Comme je vous l'ai expliqué préalablement, vous avez toute une douzaine d'opérations sur ce curseur. Et je vais surenchérir un peu avec l'embellisseur de ciel. Vous allez le voir ici. Hop, juste comme cela. Vous voyez que vous pouvez booster un petit peu ce qui se passe ici sur le ciel. Vous allez ramener certaines présences. Je vais le ramener sur 11. Allez, je n'ai pas exagéré. Vous voyez, on a ici le avant et le après. Pour avoir un peu plus de constance, vous pouvez bien évidemment tirer un peu plus selon le goût de chacun. D'accord. Mais moi, en l'occurrence, ici, je ne vais pas y aller un peu trop. Je vais aller juste comme ceci pour amener cette certaine présence sur la photo. Et forcément, lorsque je vais fermer mon outil, si je le réouvre, vous allez retrouver un autre accent. Et je vais pouvoir utiliser une seconde fois l'accent et l'embellisseur de ciel si je le souhaite. Mais alors, comme les éditions ne sont pas destructives dans Luminar Neo, vous allez retrouver ce que j'ai fait sur l'amélioration AI, juste ici dans l'onglet modification. Ce qui fait que si vous souhaitez par exemple apporter une modification sur le développement RAW, sur le fichier RAW original, si par exemple vous dites tiens, j'ai pas tiré assez mes ombres ici, je vais tirer encore davantage, voilà. Je vais aller avec mon amélioration AI ici, revenir sur ma recette, hop, il va s'adapter par rapport à ce que j'ai fait comme réglage préalablement juste en dessous ici. Donc ça, c'est l'une des puissances de Luminar Neo. Bien sûr, si je veux revenir encore en arrière avec ici sur le développement rouge juste comme ceci, je vais revenir dans ma courbe, pourquoi pas, et baisser un peu mes tons moyens. Voilà. Je viens sur mon amélioration AI et vous voyez que là, la photo s'adapte par rapport à ce que j'ai fait par rapport au développement RAW. Maintenant, bien évidemment, si je souhaite apporter un peu plus d'accent, je peux le faire aussi. Réduire, je peux le faire aussi. Je peux le régler comme cela. Et si je le souhaite, maintenant, je reviens dans mes outils. Je peux appliquer encore une autre amélioration AI avec, pourquoi pas, du masquage. Le masquage, on y viendra un petit peu après dans la version du Luminar Neo 1.19. Puisque vous avez déjà que, avant on avait simplement le pinceau, dégradé linéaire et le dégradé radial. On avait bien sûr le masque AI qui est apparu. Mais maintenant vous avez deux nouveaux systèmes de masquage qui est la luminosité et la sélection d'objets AI. Les actions du masque, on les avait vues aussi préalablement. Mais je prévois de revoir encore toutes ces choses-là, bien sûr. Si vous voulez prendre de l'avance, n'hésitez pas à aller voir les précédents épisodes que j'ai fait sur Luminar Neo. C'est une mine d'informations, vous aurez de l'avance, bien sûr. Et on les révisera encore ensemble dans les prochains tutos, bien sûr. Alors je reviens dans ces ajustements. Vous voyez que je peux utiliser encore une seconde fois l'amélioration AI. Si je booste une seconde fois ici l'amélioration AI, et que je le referme, je vais venir ici, vous allez avoir deux améliorations AI. Si je veux l'appliquer une troisième fois, je peux appliquer une troisième fois l'amélioration AI. Et je peux appliquer, pourquoi pas, un masquage avec un pinceau juste ici. Et si je reviens sur l'ajustement, regardez, hop, là, ça va s'appliquer sur cette partie-là, pourquoi pas. Je vais retourner dans mes modifications. Je vais tout simplement effacer ce que j'ai fait avec les autres améliorations. On va garder la première amélioration. Voilà, donc ça c'est le deuxième outil que vous allez utiliser après l'outil développement. Alors bien sûr, vous l'avez remarqué, vous avez toujours un outil développement qui se balade ici, où on a perdu l'attribut RAW, puisque l'attribut RAW, vous le retrouvez seulement une seule fois. Vous allez simplement développer un fichier RAW simplement une seule fois. Et là, l'outil développement, quant à lui, deviendra un outil non RAW, tout simplement. Vous allez retrouver ici tout ce qu'on pourrait retrouver sur l'outil RAW, bien évidemment, mais là, ça va s'appliquer sur l'interprétation directement après.
Là ici vous avez le troisième outil que je trouve vraiment très important dans Luminar Neo, c'est la structure AI. Et c'est toujours la même chose, la structure AI va prendre en considération ce que vous avez aussi dans l'image et va vous rajouter de la microstructure, de la présence aussi également dans votre image, dans les endroits où il le faut. Si vous voulez même alléger cela, vous pouvez même attribuer du masquage. Regardez ici, je vais tout simplement renforcer un peu la structure, comme vous le voyez ici. Vous voyez, j'ai le avant et le après, juste comme cela. Je peux renforcer cette structure avec le second curseur. Et là, vous voyez, ça vous donne un petit air HDR comme cela, vous voyez, avec la structure AI, si vous utilisez le curseur renforcé. Ça se goûte chacun, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc là, on va revenir en arrière. Et on va revenir peut-être à 14 ici. Voilà, vous voyez, de manière légère comme cela. Je vais fermer. Et vous allez voir que bon, forcément on retrouve cet outil dans la partie modification. Bien sûr, vous pouvez toujours modifier ensuite si vous le souhaitez. Par exemple, si vous voulez rajouter moins d'accent, bah, vous revenez ici en arrière et vous allez sur la structure ici. La structure va se réadapter par rapport au réglage que vous avez fait précédemment. Si vous voulez modifier à l'état plein votre développement en haut, et dire tout simplement, bah tiens, j'ai un peu trop tiré sur mes ombres, je vais revenir un peu en arrière comme cela, je vais donner cette interprétation-là dans les outils non RAW, bah, je peux le faire, regardez, et si je vais sur l'amélioration AI, ah bah, ça va jouer là-dessus, je vais pouvoir tirer davantage et apporter cet aspect-là de ma photo, et si je veux aussi au niveau de la structure, regardez, ça va s'adapter juste comme cela. Je vais revenir en arrière, et maintenant on va parler de la couleur, l'onglet couleur. Onglet couleur qui est assez particulier, vous allez voir aussi dans son utilisation. Je vous rappelle, hein, vous avez toujours la partie masquage à côté des outils, c'est valable aussi pour la structure, d'accord. Vous avez la partie masquage avec toutes ces choses-là qui sont disponibles, donc vous pouvez aussi utiliser l'outil dans certaines parties de votre image aussi, bien sûr. Alors l'onglet couleur, on va le déployer complètement, vous avez le HSL ici, d'accord. Pour ici c'est la teinte, le H c'est en anglais c'est Hue, donc en français c'est T, TSL, d'accord. Teinte, saturation et luminance. Donc vous allez retrouver la teinte tonalité ici, saturation et luminance. Et vous allez pouvoir interagir sur les différents curseurs que vous voyez ici. Et vous allez pouvoir modifier aussi la teinte de règle générale avec ce curseur général ici en dessous, qui restera toujours présent si vous êtes sur l'un des onglets ici. Mais avant toute chose, avant de passer à ces curseurs-là, vous avez aussi également la saturation et la vibrance. Saturation et la vibrance qui reprend un peu ce qu'on avait sur le fichier RAW préalablement. Si vous voulez appliquer de la saturation et de la vibrance après avoir donné l'interprétation du fichier RAW dans les outils non RAW, vous pouvez le faire aussi également ici. D'accord ? Ça pose pas de problème. Si vous voulez rajouter un petit peu plus de saturation ici, ou au contraire en enlever, et ajouter par définition ici un peu de vibrance, vous pouvez le faire aussi également. L'intérêt ici de désaturer et de rajouter un peu de vibrance, bon, vous le savez aussi également, la saturation, bon, ça va s'appliquer un peu globalement dans la saturation de toute l'image, tandis que la vibrance, elle, va cibler les parties qui ne sont pas saturées, en fait, donc ça va vous ramener une partie un peu plus contrôlée au niveau de l'image, au niveau de la saturation. Regardez, hop, on le voit ici, voilà, par rapport à la saturation normale qui, elle, bon, va aller à tout va. Donc la chose ici, ça peut être sympa aussi, c'est de désaturer un peu comme cela, vous voyez, juste comme ceci. D'ailleurs, l'outil couleur vous permet de réajuster un peu ce que vous avez fait aussi préalablement avec les différents outils que je vous ai montrés et de rétablir plus ou moins l'équilibre de ce que vous voulez donner comme aspect à votre image. Alors bien sûr, après vous avez aussi la vibrance. Lorsqu'on désature un peu comme ça, on peut amener un peu de vibrance, juste comme ceci. Et là, vous voyez que ça ramène de la saturation subtilement ici dans l'image. Ça vous permet de désaturer complètement ce que vous avez fait préalablement au-dessus, ou si vous trouvez que c'est un peu trop saturé de votre image, vous pouvez tout simplement désaturer, ramener un peu la saturation dans les endroits qui ne sont pas saturés avec cet onglet vibrance et de vous permettre d'avoir un équilibre un petit peu plus homogène que si vous utilisiez par exemple la saturation en règle générale.
Bon, maintenant la saturation sur certaines images, bon, ça marche aussi plus ou moins bien. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir ici sur la saturation et ramener une saturation, pourquoi pas de 5, pourquoi pas, voilà, 5 ou 10, ou même voir un peu plus. Et à la rigueur, à la vibrance, vous pouvez retirer les parties que vous avez saturées, d'accord, sur certaines parties de l'image, mais là vous allez en sens inverse, et donc vous pouvez aussi trouver un certain équilibre de cette manière-là. Donc vous voyez, ça peut être, on désature, on rajoute un peu de vibrance, ou on peut faire l'inverse. Ça c'est un petit tip que je vous donne aussi également. Bien sûr, vous pouvez utiliser les curseurs indépendamment, soit la saturation, soit la vibrance, ça peut être une idée aussi. Après, si vous avez une dominante de couleur dans votre image, dans le cadre où vous seriez sur un fichier TIFF, pourquoi pas, ou bien même un fichier JPEG, et vous voyez qu'il y a une dominante de couleur, bah c'est ce curseur-ci qu'il faut utiliser. Ça va vous permettre de supprimer la dominante de couleur. Et là, vous voyez, comme j'ai saturé et que j'ai enlevé un peu de vibrance, bon, on a ramené un petit peu une dominante de couleur ici dans la photo, forcément. On peut tout simplement rééquilibrer cela en supprimant la dominante de couleur, comme vous voyez ici. Ensuite vient donc ce fameux HSL. Mais avant de parler de ce fameux HSL, on va parler de la modification de la teinte. Modification de la teinte qui va s'attribuer sur toute la photo. Vous allez voir ici que si je me dirige vers la gauche, je vais pouvoir modifier la teinte d'une manière assez violente. Hein, on le voit ici. Ou sur la droite, vous allez le voir ici, bon, c'est assez surprenant. Donc, cette modification de la teinte, il va falloir être un petit peu prudent. Vous voyez, vous prenez l'approximativement ici à -7, vous voyez que ça marche relativement bien. Vous avez une petite déviance de teinte comme ça qui est assez sympa. Après, vous pouvez revenir ici sur le devant, vous voyez, juste comme ceci, ça marche aussi relativement bien. Soyez donc prudent, n'allez pas trop loin non plus avec cette modification de la teinte. Bon, il est là pour faire une petite rectification aussi de votre photo. Ça peut être facile aussi, ça peut être pratique aussi à utiliser. Alors la tonalité, bien sûr, vous allez le voir ici, vous allez pouvoir jouer sur tous ces différents curseurs indépendamment. Si par exemple je vois ici le rouge, j'ai envie de le faire shifter un peu dans la photo. Bon là j'ai pas de rouge apparent ici dans la photo, plus ou moins, on va avoir plus de l'orange je pense, ouais, voilà. Vous voyez que si je veux faire bouger un petit peu le curseur orange, je peux le faire. Pourquoi je le ferai bouger dans ce cas-ci? Vous voyez, pour casser un petit peu la monotonie de la couleur. Bon là ici je remarque que j'ai un peu d'orange là-dedans. Alors si je viens un peu en arrière, en minus, comme cela, vous voyez que là ça casse un petit peu la monotonie ici de la couleur et forcément ça apporte quelque chose encore un plus dans l'image. Au niveau des verts c'est la même chose. Si je veux ramener une couleur un peu plus différente, je peux aller aussi en sens inverse, en plus, d'accord, en positif. Et là vous voyez que là ça ramène aussi quelque chose de pas mal. Bon, il y a le curseur jaune aussi notamment. Vous voyez, on peut changer un peu la nature, pourquoi pas juste ici, comme vous voyez là. Après, bon, vous avez aussi la nature des bleus aussi. Bon, vous le voyez là. Hein. Au niveau des bleus, on peut bien sûr changer un peu la nature ici de la couleur. Pourquoi pas. Ensuite, vous avez la saturation. Donc là, c'est saturation par canal. Et ça, ce qui est fort intéressant, c'est par exemple, si vous voulez tout simplement désaturer par canal, comme ici, le vert, vous voulez un peu désaturer, pourquoi pas un peu les bleus, juste comme ceci. Vous pouvez le faire, vous voyez notamment. Le canal des jaunes, un peu le canal des oranges, vous voyez, vous le faites séparément comme cela. Comme ça vous permet d'avoir aussi un certain contrôle. Vous pouvez toujours donner quelques petites retouches au niveau des curseurs, plus ou moins, comme cela, et donner l'aspect que vous voulez à votre photo. Au niveau de la luminosité, là, ce sera la même chose, mais on va jouer sur l'intensité lumineuse. Par exemple, ici, je vais jouer sur la luminosité des bleus, vous voyez. Ça va interagir aussi un petit peu sur les nuages. Vous voyez, si je reviens encore un peu en arrière comme ça, ça va rajouter une certaine présence. Et je peux utiliser aussi le masquage. Hein. Je peux fermer l'outil couleur et en rouvrir un autre et utiliser des masquages un petit peu à droite à gauche. On en reviendra un petit peu plus tard sur le masquage. Pareil, pareillement, si je prends par exemple les jaunes, je vais éclaircir un peu les jaunes, hein, tout ce qu'il y a de jaune ici dans la photo, ou bien obscurcir, je peux le faire. D'accord. Au niveau de la couleur orange, je vais pouvoir le faire aussi comme cela. Bon, couleur rouge, enfin bref, vous avez compris un peu le fonctionnement. Et si vous regardez un peu ce qu'on a fait depuis le départ sur notre image, je viens ici, je fais mon avant et mon après. Vous voyez, bon, on a rajouté quand même une certaine présence. Maintenant, si vous trouvez que c'est un peu trop,
aussi, je vais vous donner encore un autre petit tips. Ça, on l'avait vu aussi dans le passé. Je le remets encore dans ce contexte ici avec cette photo-ci pour ceux qui commencent aussi avec Luminaire Neo. Vous pouvez utiliser l'application des calques. Et là, on va faire quelque chose d'intéressant. Vous allez voir que c'est assez rapide, c'est facile à utiliser. Vous allez ici sur votre calque, sur votre image de base plutôt, et vous allez tout simplement dupliquer le calque. Une fois que vous avez dupliqué le calque, vous allez voir que dans l'onglet modification, vous avez tout simplement votre recette ici. Ce qui va être intéressant, c'est de revenir sur notre image de base, mais on va masquer ce calque-là. D'accord, clic droit et vous faites masquer ce calque, et vous allez cliquer sur la photo ici. Dans l'onglet modification, vous allez tout simplement enlever tout ce que vous avez fait, d'accord, comme réglage, sauf bien sûr le développement. On va revenir ici sur notre calque ici qu'on a dupliqué et on va afficher le calque. Voilà, juste comme ceci. Donc on retrouve ce qu'on a fait forcément sur notre photo au niveau de la retouche. Ce qu'on va faire ici, vous allez voir, on va aller dans les outils, on va aller dans la propriété de la couche et on va jouer sur l'opacité forcément ici. Vous allez voir que si je reviens en arrière, on retrouve mon image de départ. D'accord, avec ce qu'on a fait sur le développement RAW. D'accord, sur le truc en dessous. Si je joue sur l'opacité de ce calque du dessus, on va retrouver tous les réglages que j'ai utilisés, mais de manière, on va dire, contrôlée. Vous allez voir ici, bon, à 38%, pour revenir à 100% du réglage. Alors si on trouve que c'est un peu trop comme cela, on peut revenir un peu en arrière. Voilà. Et on voit à quel degré on veut attribuer forcément ce réglage. Par exemple ici, vous voyez, si je fais mon avant-après, je vais masquer mon calque, j'affiche mon calque, vous voyez, là ça marche aussi plus ou moins bien, selon le goût de chacun bien évidemment. Alors bien sûr, là je ne vous ai pas parlé des pré-réglages, vous avez aussi notamment les presets qui peuvent vous permettre aussi de gagner du temps. Je vais reprendre mon autre fichier DNG, celui-ci. J'ai mes packs de presets qui sont disponibles sur le Marketplace. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo si vous le souhaitez. Je vais utiliser par exemple un de mes packs de presets Arizona Trip, voilà, juste comme ceci. Et je vais employer un de mes presets ici, vous allez voir ici, c'est celui-là. Voilà, juste comme ceci. Et vous allez voir que bon, je peux attribuer forcément la puissance de ce preset de 1 à forcément 44, vous voyez, juste comme ceci, ou à fond comme cela. Alors là, comme vous en doutez bien, je vais aller dans le menu édition. Ça me permet de voir, si vous êtes débutant aussi par la même occasion, de regarder un peu ce qui se passe au niveau de la recette. Là, vous voyez que j'ai appliqué une vignette. Je peux forcément ne pas appliquer cette vignette. Je peux aller dans mon développement RAW. C'est ici que je vais devoir modifier quelques petites choses. Je vais devoir rajouter mon optique, d'accord. Je vais devoir jouer avec ma netteté, comme je l'ai fait tout à l'heure, sur mon fichier RAW. Et je vais regarder étape par étape comment cela marche au niveau de la photo. Là, bien sûr, ce que je vais faire, c'est tout simplement hop, revenir ici en arrière et réouvrir un petit peu ce truc-là. Je vais peut-être utiliser un caméra neutre au niveau de mon profil. Et là, regardez, je vais regarder étape par étape ma recette. Voilà. Je vais peut-être revenir un petit peu en arrière comme ça si je trouve que c'est trop fort. Je vois étape par étape. Voilà. Je reviens ici, je reviens avec l'éclat et je ferme encore avec la vignette. Voilà. Je peux revenir ici un petit peu en arrière et je suis un peu sur ce résultat-là. Vous voyez que là, bon, en un clic, j'ai rectifié quelques petits trucs. Il faut rectifier bien sûr la recette. Et si vous voulez encore faire la même chose que je vous ai fait voir tout à l'heure, vous pouvez toujours dupliquer le calque. Vous avez la recette ici complète. Vous pouvez masquer ce calque principal. Et là ici, dans la recette ici, vous allez tout simplement, enfin sur l'image de base, garder tout simplement ce que vous avez fait sur le développement RAW, d'accord. Afficher ce calque et aller tout simplement dans la propriété de la couche pour rejouer encore de nouveau avec le curseur d'opacité pour pouvoir rejouer de manière générale sur ce preset, pourquoi pas. Vous voyez, juste comme ceci. Voilà. Ainsi s'achève ce premier opus
de la version Luminar 1.19. Si vous êtes débutant pour vos retouches photo, vous voyez avec les 4 outils que je vous ai montrés là aujourd'hui, vous vous doutez bien, il y a beaucoup d'outils à revoir aussi dans Luminar Neo. Comme vous voyez là, hein, il y a énormément d'outils. On va les revoir aussi sur certains aspects. Comme je vous l'ai dit, je les ai déjà traités préalablement dans la playlist principale, donc n'hésitez pas à aller la voir. On va revoir sur le masquage parce que ça mérite de revoir un épisode sur le masquage. Et bien évidemment, on va revoir quelques épisodes aussi sur cette version de Luminar Neo 1.19. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.